Bonjour Lucas Aubin. Bonjour. Vous êtes également l'auteur de La Sportocratura sous Vladimir Poutine, une géopolitique du sport russe. Alors on le sait, depuis le début de ce conflit, le monde du sport sanctionne la Russie et condamne cette invasion en Ukraine. La dernière sanction en date, on l'a entendu dans le reportage du journal, ça concerne les Jeux paralympiques de Pékin qui commencent aujourd'hui, avec les sportifs russes et biélorusses qui ont été exclus. Alors est-ce que là on est dans le symbolique ou est-ce que ce sont des sanctions efficaces ? Non, on est dans quelque chose de plutôt efficace finalement. Ça commence à prendre forme. Au départ, il faut savoir que les institutions sportives internationales, elles ne prennent pas parti normalement. Elles sont censées être neutres, apolitiques. C'est ce que revendique la FIFA, le CIO, etc. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, des événements sportifs pouvaient se tenir dans des États autoritaires, semi-autoritaires, quand il y avait des conflits ou pas, etc., etc. Aujourd'hui, là, la guerre est tellement importante, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est un coup de semonce véritablement pour toute l'Europe, que finalement les institutions ont pris leurs responsabilités et ont décidé d'essayer d'exclure en fait concrètement la Russie de l'espace sportif mondial. Alors oui, c'est moins important qu'une sanction économique, c'est moins important qu'une sanction politique, mais l'avantage du sport, c'est qu'il touche tout le monde en réalité, que ce soit l'athlète de haut niveau, l'homme politique ou le peuple russe de manière générale évidemment. Et aujourd'hui en Russie, personne ne peut ignorer que la Russie ne sera pas au Mondial 2022 au Qatar par exemple. Alors, il y a énormément de sports qui sont touchés. Le foot est également impacté. Et hier, on a appris que le milliardaire Roman Abramovich a confirmé vouloir vendre le club de football de Chelsea. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce geste ? Ça, c'est un geste qui est assez intéressant. Parce qu'il est réputé pour être proche de Vladimir Poutine. C'est ça, il est réputé pour être proche. Après, il a toujours fait attention à bien cacher ses liens avec le président russe, évidemment, parce que pour pouvoir faire des affaires en Europe quand on est un oligarque, être proche de Vladimir Poutine, c'est jouer en sa défaveur, forcément. Pas forcément un atout. Voilà, c'est ça. Donc il faisait attention à bien tout lisser les bords, cacher un peu les ombres, etc. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'en revendant ce club, à ce moment-là, et en plus, on sait qu'il participerait aux pourparlers entre justement l'Ukraine et la Russie en faveur de la paix. Enfin, il y a des éléments qui laissent penser que potentiellement, cet oligarque, mais comme d'autres aussi, vont peut-être changer d'avis à un moment donné vis-à-vis du président russe et finalement changer leur allégeance aussi. Parce que le pacte d'origine, en fait, c'est simplement que Vladimir Poutine leur avait dit « Ok, vous m'aidez à financer mes grands travaux, etc. Et vous ne vous engagez pas en politique et en échange, vous avez la liberté et vous êtes libre justement de faire vos affaires comme vous voulez. » Aujourd'hui, la liberté de faire des affaires est très compliquée à avoir. Alors on va parler un peu des sportifs russes. On en a vu certains s'exprimer, pas contre le régime de Vladimir Poutine, mais plutôt pour la paix. Que risquent-ils ces sportifs ? Est-ce que c'est dangereux pour eux de prendre la parole ? Oui, il y a un vrai danger qui existe. Alors on n'est pas sur un danger qui pourrait être de l'ordre d'un assassinat dans leur sommeil ou des choses comme ça. Il ne faut pas fantasmer non plus. En revanche, il y a un risque pour leur carrière sportive. Ça, c'est clair. Et hier, il y a un projet de loi qui est passé, qui va être débattu à la Douma aujourd'hui en Russie. Et ce projet de loi dit qu'en gros, ceux qui se disent contre la guerre aujourd'hui pourraient être amenés à se battre sur le front ukrainien de façon forcée par l'État russe. Donc, bon, après, cette loi, est-ce qu'elle va passer ? C'est encore à débattre. Mais dans tous les cas, ça signifie qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'être contre la guerre en Russie. Et d'ailleurs, on n'appelle pas ça guerre, en fait, aujourd'hui. On appelle ça opération spéciale. Et ceux qui appellent ça guerre, généralement, sont réprimés par l'État. On sait que le sport a été utilisé depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000. Qu'est-ce que ça dit concrètement de lui et de sa stratégie au pouvoir ? C'est assez intéressant. C'est que d'une part, quand il est arrivé au pouvoir en 2000, la première chose qu'il a faite, le lendemain de sa première élection, c'est de faire venir au Kremlin son entraîneur de judo, qu'il avait rencontré quand il avait 11 ans. Et ça a donné lieu à une mise en scène où on le voyait, les larmes aux yeux. Il disait, voilà, je suis arrivé en tant que président grâce à vous. Sans vous, je serais devenu une petite frappe, ça aurait été très compliqué pour moi, etc. Et derrière, il s'est mis en scène en train de faire du judo, faire du hockey. On le voit souvent. On le voit souvent. C'est ça qui est le plus visible, disons, c'est la face visible de l'iceberg. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit moins. C'est le système qu'il a construit, justement hérité de l'époque soviétique, pour finalement continuer dans une certaine mesure la guerre froide du sport et continuer en fait à s'opposer aux États-Unis et aux Occidentaux à travers les confrontations sportives. Alors très rapidement, une dernière question. Est-ce qu'il faut réserver les grandes compétitions sportives aux seules démocraties ? Parce que c'est peut-être une question qui va se poser dans les années, les mois à venir. C'est évidemment il y a le Qatar une question qui arrive va se poser, également avec le mondial de foot. Vous avez raison, c'est une vraie question qui va se poser. Après, le sport par essence, normalement, le sport moderne
doit toucher tous les peuples et finalement essayer de ramener un lien entre les différents pays. Alors, plutôt que, à mon avis, d'éviter que justement les États autoritaires n'obtiennent des événements sportifs, il faudrait surtout veiller à ce que ça ne se déroule pas dans des États qui mènent une guerre contre une population, comme par exemple en Chine vis-à-vis des Ouïghours au Xinjiang, ou en Russie actuellement, évidemment avec l'invasion ukrainienne. Donc, veiller d'abord à la paix. Ensuite, je pense que c'est intéressant que les différents modèles puissent se rencontrer pour justement pouvoir apprendre les uns des autres. Merci beaucoup Lucas Aubin d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.